Donc, faire une petite présentation de notre conférencier aujourd'hui. Donc, on est très content d'avoir un conférencier invité. Donc, le webinaire qui s'intitule « Les municipalités peuvent-elles jouer un rôle dans la lutte contre les EVE » vous est présenté par Maître Jean-François Girard, qui est avocat chez DHC Avocat et également biologiste. Donc, en tant qu'avocat spécialisé à la fois en droit de l'environnement et en droit municipal, Maître Girard agit autant comme conseiller juridique que comme plaideur devant les tribunaux judiciaires et administratifs ou rédacteur de réglementation et de protocoles d'entente dans tous les aspects des affaires municipales. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Maître Girard pour la suite. Bon webinaire. Alors, est-ce qu'on m'entend? Bonjour Anne-Marie. Est-ce que les gens m'entendent, Oui, Anne-Marie? oui, on vous Oui, entend, bon, on t'entend bien, Jean-François. c'est bien. Alors, bonjour à tous. Merci de l'invitation chez Nature Action. Ça me fait toujours plaisir. Nature Action, c'est mes amis de longue date. Là. Je ne vais pas prétendre que ça fait 35 ans, mais ça fait bien longtemps, depuis le début de ma carrière, que chaque fois que j'ai une occasion de collaborer avec Nature Action, je lève la main, je me précipite et je dis oui, je veux y être. Mais je vais vous faire un aveu aujourd'hui. Quand j'ai levé la main pour faire une présentation sur le rôle des municipalités dans la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes, une fois que j'ai eu levé la main, j'ai dit oui, mais je connais rien là-dedans, moi. Et ce qui a fait en sorte que la présentation que je veux vous faire aujourd'hui ne porte pas tant sur la lutte en tant que telle, en savoir, et encore de façon plus honnête, je vais vous dire, je ne connais pas d'initiative particulière des municipalités qui se seraient attaquées par ces pouvoirs réglementaires, parce que c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui, c'est comment les municipalités ont des pouvoirs réglementaires qui leur permettent de jouer un rôle. Ça, je suis assez compétent, assez connaissant dans ce domaine, mais comme je viens de vous dire, je ne connais pas de municipalités qui ont adopté des règlements particuliers, qui ont posé des gestes particuliers à l'égard d'espèces végétales exotiques envahissantes, les fameuses IVE. Mais certainement qu'il y a des municipalités qui ont eu des initiatives qui se rapportent à ce type d'intervention-là. Puis, bien sûr, on va parler là, plus longuement du fameux myriophylle à épis dans le cadre de la présentation, comme étant un des exemples d'espèces envahissantes qui est très embêtante, avec laquelle on est aux prises et qui va nous permettre de se servir comme exemple pour illustrer comment les municipalités peuvent intervenir puis où elles peuvent aller. Trois volets à ma présentation aujourd'hui. Donc, d'abord, c'est quoi les pouvoirs, de façon sommaire, là, quels sont les pouvoirs réglementaires des municipalités, en commençant par ce que j'appellerais un retour à la base. Les municipalités ont toujours eu une compétence inhérente en matière d'environnement, mais la Respraytech, la Cour suprême, en 2001, est certainement venue confirmer cet intérêt que les municipalités doivent porter aux questions de protection de l'environnement. Puis ensuite, on va voir, suite à cette décision-là de 2001 de la Cour suprême, comment le législateur a réagi et est intervenu, notamment par l'adoption de la loi sur les compétences municipales en 2006, puis des récentes modifications qui ont été apportées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Une fois qu'on va avoir établi ce cadre-là, bon, on va aller voir certains éléments, certains exemples d'intervention des municipalités, notamment avec le myriophylle à épis. Puis là, vous allez me dire, oui, puis le deuxième sujet, combattre l'herbe à poux. Vous allez me dire, l'herbe à poux n'est pas une espèce végétale exotique envahissante. N'empêche que c'est certainement un exemple très intéressant pour comprendre comment notre intervention doit être stratégique. Et je vais vous expliquer qu'en matière d'herbe à poux, on n'est pas très stratégique. Et ensuite, bon, on va parler des véritables nuisances à partir des pouvoirs réglementaires qu'on aura vus pour finir en conclusion là, sur l'importance primordiale, je crois, de l'aménagement du territoire dans ces enjeux-là auxquels on fait face à propos de la lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes. Alors là, Anne-Marie, j'imagine que tu m'entends, tu vas m'interpeller s'il y a quelque chose de majeur dans les questions ou c'est le temps qui nécessiterait d'intervenir immédiatement parce que je n'ai pas le temps de regarder
le chat à côté. Je vais me concentrer sur ce que j'ai à dire. Donc, regardons ça, la question, on va la regarder à une échelle un peu plus large, voir quelles sont les compétences inhérentes des municipalités en matière d'environnement. Puis comme je viens de vous le dire en introduction, j'aime bien situer avec l'affaire Spraytech contre la ville de Hudson l'ouverture, je dirais, plus réfléchie, plus systématique de l'intervention des municipalités sur les questions environnementales. On se souviendra que dans cette affaire-là, la question était la suivante. La ville de Hudson avait adopté un règlement afin d'interdire l'usage des pesticides à des fins esthétiques sur les parterres résidentiels de son territoire. Bon, l'idée, là, c'était vraiment d'intervenir à l'égard des gazons verts, là. Et les compagnies d'entretien et d'aménagement paysager contestaient avec virulence ce règlement-là, qui venait pas mal couper leur business, au motif que les municipalités n'avaient pas le pouvoir d'adopter ce type de règlement-là, c'est-à-dire que le règlement était ultra vires des pouvoirs des municipalités et que les gouvernements fédéral et provincial occupaient déjà complètement le champ de compétences. Le gouvernement fédéral avec la loi sur les produits antiparasitaires, puis le gouvernement provincial avec la loi sur les pesticides. Quant à la compétence même des municipalités, il faut savoir qu'à l'époque, les lois qui donnaient les pouvoirs aux municipalités étaient rédigées de façon très, très détaillée. Nous, on appelle cette époque-là l'époque du shopping list. C'est-à-dire que, par exemple, pour réglementer le bruit, il était dit dans la loi qu'une municipalité peut adopter des règlements pour réglementer les cloches, les clochettes, les sifflets, les carillons. Là, tu avais une énumération comme ça qui se terminait avec les orgues de barbarie. Nous, au bureau, on s'est toujours posé la question, c'était qui le maire qui, à un moment donné, a dit « l'orgue de barbarie dans le parc, l'autre bord, plus capable ». Il s'est rendu à Québec, il a convaincu les élus à Québec de modifier la loi sur les cités et villes de l'époque pour ajouter orgue de barbarie. Et quand il est revenu chez lui, il a pu adopter ce règlement-là qui lui permettait d'interdire les orgues de barbarie. Aujourd'hui, la loi est rédigée d'une façon beaucoup plus efficiente. Ça dit, par exemple, en matière de bruit, une municipalité peut adopter des règlements pour gérer et contrôler le bruit. Donc, en matière de bruit. Beaucoup plus simple, une rédaction qui est écrite de façon large et libérale, je vais revenir dans quelques instants, mais certainement qui est venu changer l'approche, on va le voir avec la loi sur les compétences municipales, qui est venu changer l'approche dont le législateur dévolue aux municipalités les pouvoirs. Mais il faut se souvenir, à l'époque de l'affaire Spraytech, qu'on était vraiment sur ce shopping list-là et les avocats des compagnies qui contestaient le règlement disaient, mais regardez, dans la liste des pouvoirs réglementaires, c'est pas écrit qu'une municipalité peut adopter des règlements à l'encontre des pesticides ou des herbicides, ou etc. D'entrée de jeu, la juge L'Heureux-Dubé, qui va rendre le jugement pour la majorité de la Cour suprême, on est dans les 2-3 premiers paragraphes, va camper son jugement de la façon suivante. Elle nous dit, si je résume un petit peu le paragraphe qui est écrit là, elle nous dit, bien, cette affaire intervient à une époque où la protection de l'environnement préoccupe tous. Tous sont préoccupés par la protection de l'environnement et ça doit s'appliquer à chacun des niveaux de gouvernement, tant le fédéral, le provincial que le municipal, chacun dans leur champ de compétences. On va trouver une compétence aux municipalités parce que, vous allez voir d'abord qu'elle va appuyer la compétence sur l'article 410 de la loi sur les cités et villes de l'époque. Donc, on était je vous ai dit, dans l'époque du shopping list. L'article 410, c'est ce qu'on appelle communément l'article paix, ordre, bon gouvernement et bien-être général de la population. Alors, la juge a dit, bien-être général de la population, voilà peut-être l'assise dont on a besoin pour valider le règlement municipal. Quand moi j'ai étudié à l'université, le professeur Jean Hétu, en droit municipal, nous disait de l'article 410 que ça ne permettait l'adoption d'aucun règlement, que c'était un article qui était là dans la loi
pour annoncer les règlements, les pouvoirs réglementaires qui s'en venaient, mais qu'en lui-même, cet article-là n'octroyait pas des pouvoirs aux municipalités. Fait que je peux vous dire que le professeur Jean Laintu est pas mal tombé à la renverse de voir que la Cour suprême a trouvé l'assise nécessaire dans cette disposition-là pour valider le règlement municipal de la ville d'Hudson. Mais je veux juste attirer votre attention, puis j'y reviendrai tout à l'heure, que l'article 410 de l'époque a été reconduit à l'article 85 maintenant de la loi sur les compétences municipales. Donc, le législateur, connaissant la décision Spraytech, a récidivé dans l'octroi de ce pouvoir-là aux municipalités. Alors, j'y reviens quand je vais parler de la loi sur les compétences municipales. Mais ce qui est intéressant de Spraytech, c'est que la juge Leroux Dubé, elle va faire reposer son jugement sur deux principes fondamentaux qui vont être non seulement fondamentaux, mais fondateurs pour la suite des choses par rapport au pouvoir des municipalités. Elle va dire, d'abord, il faut étudier ce dossier-là sous l'angle du principe de la subsidiarité. Qu'est-ce que la subsidiarité? Ça dit, il faut que le niveau de gouvernement qui est le plus apte à apporter une solution efficace, efficiente à la problématique à laquelle on est confronté, puisse intervenir à son niveau de compétence. Et par rapport aux municipalités, ben, elle va dire, c'est certainement, puis lorsqu'il est question de la gestion des pesticides pour les bois gazon verts, elle dit, mais dans le fond, le problème existe quand vous ouvrez la porte chez vous, vous sortez sur le balcon, vous descendez 3 marches, vous avez 2 pieds dans le gazon, que ce soit en avant ou en arrière dans votre cour, mais vous avez 2 pieds dans le gazon. Donc, c'est éminemment local, ça regarde les municipalités, puis on va les habiliter. Donc, principe de subsidiarité. Deuxième principe, c'est celui du rôle de fiduciaire d'environnement qui incombe aux administrations publiques, particulièrement les municipalités. Chaque niveau de gouvernement, que ce soit le fédéral, le provincial et le municipal, assume à un certain degré un rôle de fiduciaire d'environnement. Mais dans le cas qui occupait la Cour à ce moment-là, dans l'affaire Spraytech, la juge dit que les municipalités jouent également ce rôle de fiduciaire d'environnement, qui est l'espèce d'intendant, de responsable, de qui d'autre. En fait, elle répond à la question qui d'autre que la municipalité locale est mieux placée pour prendre adéquatement la mesure des enjeux environnementaux et sociaux sur les populations concernées. Et elle va dire, dans le cas qui nous occupe, c'est la ville d'Hudson, c'est le niveau municipal qui apparaît approprié dans les circonstances de cette affaire-là. Alors, depuis l'affaire Spraytech, on a souligné en doctrine comment Spraytech est particulièrement important au regard des questions environnementales. En fait, on peut dégager 2 principes importants de cette décision-là. Puis là, il faut comprendre, quand la Cour suprême, quand les juges de la Cour suprême parlent, c'est toujours un message qui est envoyé aux juges des tribunaux inférieurs, que ce soit la Cour d'appel ici au Québec ou notre Cour supérieure ou nos tribunaux administratifs. Et ce message-là, dans les suites de l'affaire Spraytech, il est double. Le premier, c'est de dire, lorsqu'on est en présence de problématiques liées aux questions environnementales, ben, il faut ouvrir grand les œillères pour puis avoir une attitude d'ouverture pour être capable de répondre aux enjeux importants que posent les questions environnementales. Et elle va dire, à plus forte raison, deuxième principe, plus forte raison, lorsque c'est une municipalité qui est au bâton. Parce qu'elle doit pouvoir jouer un rôle particulier en matière environnementale. Donc, vous, messieurs et mesdames, les juges des tribunaux inférieurs, lorsque vous êtes confrontés à une problématique de protection de l'environnement, ben, soyez ouverts d'esprit quant à l'intervention des municipalités. Je vois la question, qu'est-ce qu'un fiduciaire environnemental exactement? J'espère que je l'ai suffisamment expliqué. C'est ce rôle d'intendant ou vous me permettrez de dire l'ancienne formule de bon père de famille qui voit à bien gérer les choses pour le bien-être de tous. Donc, et en matière d'environnement, cette notion-là, on va demander à nos administrations publiques, qu'elles soient municipales, provinciales ou fédérales, d'avoir cette approche de bienveillance à propos de la protection de l'environnement pour lequel tous, chacun des citoyens de la municipalité vont en tirer un bénéfice si la municipalité joue bien son rôle. Donc, subsidiarité et fiduciaire de l'environnement, 2 principes qui peuvent aujourd'hui guider les approches et les interventions des municipalités lorsque vient le temps de s'intéresser aux questions de l'environnement et aux questions de protection de l'environnement. Et
également, puis là, sans que je le répète à chaque fois, ça vaut pour les IVE. Parce qu'à chaque fois qu'il est question d'éradiquer des plantes envahissantes qui viennent déstabiliser nos écosystèmes, bien certainement que ce sont des questions relatives à la protection de l'environnement. Dernière pièce que je vous présente au niveau des interventions de nos tribunaux, vous avez cette décision-là de la Cour d'appel en 2011 dans l'affaire Wallot. L'affaire Wallot, ça concerne les interventions réglementaires de la Ville de Québec en faveur de la protection des rives du lac Saint-Charles à Québec. Le lac Saint-Charles étant la source d'eau potable, une des sources d'eau potable alimentant l'aqueduc de la Ville de Québec. Et ce lac-là est en situation de dégradation, notamment en raison de la présence d'algues bleues. Et bon, on s'est rendu compte que l'occupation anthropique dans le bassin versant du lac Saint-Charles contribuait à agresser et à dégrader l'équilibre écosystémique dans le lac. Donc, la Ville adopte un règlement où elle obligeait les citoyens à revégétaliser, renaturaliser les bandes riveraines autour du lac. Et M. Wallot se plaignait de ça, disant que c'était de l'expropriation déguisée puis que c'était un règlement mal avisé. Il a perdu sur toute la ligne, tant en cour supérieure qu'en cour d'appel, et la validité des interventions réglementaires de la Ville ont été reconnues, mais pourquoi je trouve ça intéressant aujourd'hui, c'est ce passage de la décision de la Cour d'appel qui dit que la protection de l'environnement sous toutes ses formes est certes une responsabilité collective, mais à l'évidence, l'autorité publique est appelée à jouer un rôle déterminant et incitatif en ce domaine. C'est un petit peu une autre traduction du principe de fiduciaire de l'environnement. Et donc, la Cour d'ajouter, on peut donc prétendre aisément que les municipalités du Québec n'échappent pas à cette responsabilité grandissante. En 2011, la Cour d'appel dit « Hey, vous autres, les municipalités, là, vous êtes au front sur ces enjeux-là, vous avez un rôle, vous devez assumer un rôle en matière de protection de l'environnement. » Donc, moi, ce qui me permet de dire aux municipalités, quand je rencontre, ma clientèle, ce sont les municipalités, je rencontre les fonctionnaires, les élus, ben, il est fini le temps, et depuis fort longtemps, depuis au moins 2001, mais il est fini le temps où une municipalité pouvait dire « ça ne me regarde pas, ça regarde, par exemple, le ministère de l'Environnement ». Non, au contraire, sur toutes les questions de l'environnement, puis je pense que cet extrait-là de la décision Wallot le montre, sur toutes les questions de protection de l'environnement, on s'attend à ce que les municipalités exercent cette responsabilité-là qui est grandissante. Et non seulement on s'y attend, mais le législateur, face à ces développements jurisprudentiels qu'on vient de voir ensemble, va réagir. Il va réagir de la façon suivante. Il va venir mettre dans la loi de façon expresse une disposition par laquelle il y a une compétence nommée en matière d'environnement aux municipalités. Alors, l'article 4, paragraphe 4 de la loi sur les compétences municipales, la loi qui est adoptée et entre en vigueur en janvier 2006, donc 5 ans après l'arrêt Spraytech, vient expressément confier aux municipalités ou permettre aux municipalités d'exercer une compétence en matière d'environnement. L'article 19 ajoutant que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. Alors, quand on m'interpelle pour vous donner cette formation-là aujourd'hui, qu'est-ce que les municipalités peuvent faire? Quels sont leurs pouvoirs réglementaires pour lutter contre les IVE? Ben voilà, je vous pointe à l'article 19 le pouvoir d'agir en toutes lettres et j'attirerai votre attention. Quelle est la limite à ce pouvoir réglementaire lorsque c'est rédigé de cette façon-là? On peut adopter des règlements en matière d'environnement. Ben, moi, je peux vous dire que la seule limite que j'y vois, c'est notre imagination. C'est un pouvoir qui est rédigé d'une façon très large et certainement qu'on peut en faire usage à chaque fois qu'on a une bonne idée en environnement et qui nécessite une intervention réglementaire. Moi, je dis toujours, si vous êtes dans des municipalités, vous consultez des professionnels, des avocats qui vous disent « Ah, on ne peut pas faire ça », je pense que consultez d'autres avocats parce que le texte que je vous présente là est assez illustratif de ce qu'il est possible de faire. On va voir, je vais en rajouter quelques couches dans les prochaines minutes. Également, les municipalités peuvent agir à l'encontre des nuisances. Alors, je pense que certaines espèces exotiques envahissantes peuvent objectivement être qualifiées de nuisances. Alors, on a aussi ce pouvoir-là, l'article 59 de la loi sur les compétences municipales, qui peut certainement être utilisé.
Bon, les municipalités disposent également du pouvoir, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'article 410 de la loi Cités et Villes, maintenant abrogé depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les compétences municipales, a été reconduit à l'article 85 de la loi. Alors, malgré le fait que je viens de vous montrer qu'on a une compétence spécifique en environnement, une compétence sur les nuisances, ben, on a encore ce pouvoir-là très large de pouvoir intervenir en matière de bien-être général de la population. Et ajoutons à ça, puis c'est très intéressant, je le dis un peu à la boutade, la loi sur la loi prévoit, la loi sur les compétences municipales prévoit que la loi ne peut pas tout prévoir. Et comment elle nous dit ça? Elle nous dit, à l'article 2, les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux divers et évolutifs. Donc, ça lance bien l'idée qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais que dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans vont émerger et auxquelles on va devoir répondre. Et les municipalités auront donc l'habilitation nécessaire pour répondre aux besoins divers et évolutifs dans l'intérêt de leur population. Alors, les dispositions de la loi ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive. Ça, c'était la petite phrase pour venir dire « il est fini et révolu le temps de la shopping list ». À ça s'ajoute, bon, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Bien sûr, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme existe depuis 1978 ou 1979, donc bien avant la RESPRETEC, mais on a fait évoluer la conception qu'on a de notre relation au territoire et du rôle dont les municipalités doivent jouer, notamment dans l'angle ou sous la perspective de l'aménagement du territoire. Et moi qui travaille à tous les jours en environnement avec les municipalités, bien, aussi étonnant que ça pourrait vous paraître, la loi que j'utilise le plus dans ma pratique, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et non la loi sur la qualité de l'environnement. D'ailleurs, vous constaterez que je ne vous parlerai pas de la LQE aujourd'hui, mais bien, je vous parle de la LAU. Lorsque j'enseigne à l'université, je dis à mes étudiants, je dis, tout est question d'aménagement du territoire. Et je pense que c'est particulièrement vrai, puis ça va être une partie de mon message au sujet des IVE, c'est éminemment en relation avec notre façon d'occuper le territoire, d'anthropiser le territoire. Et plus on minéralise, plus on dégrade, plus on dénaturalise le territoire, bien, plus on fait la part belle à des espèces, je dirais, qui ont au niveau écologique, qui ont des compétences générales qui vont bien être capables de s'acclimater de ces environnements-là anthropisés. Puis souvent, ce sont ces espèces-là qui deviennent envahissantes. Alors, et simplement vous signaler que depuis le mois de juin 2017, les municipalités ont ce nouveau pouvoir en fait, c'est un vieux pouvoir, là, le paragraphe 16 de l'article 113 existe depuis toujours, mais le libellé sur lequel je vais attirer votre attention, et faisons la lecture dirigée ensemble, donc ce pouvoir de régir ou prohiber tous les usages du sol, construction ou ouvrage, pour des raisons de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de protection de l'environnement. Voilà, les mots protection de l'environnement ont été ajoutés dans la loi en 2017. Et je vais vous dire, moi, ça m'a personnellement plutôt surpris parce que manifestement, il y a là un élargissement des pouvoirs des municipalités relativement à la protection de l'environnement. Il faut savoir qu'avant, c'était écrit pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables. Alors, passer de rives littorales, plaines inondables à protection de l'environnement en général, je pense qu'il y a un élargissement très important de la compétence ici dévolue aux municipalités, dont on ne connaît pas encore toute la portée parce que ça n'a pas été interprété par les tribunaux. J'ai plaidé au mois d'octobre une décision devant la Cour d'appel. On va voir, j'ai plaidé ça. On va voir ce que la Cour d'appel va nous dire à ce sujet-là si jamais elle se prononce sur cet élément-là. Mais il n'y a pas donc de jurisprudence encore sur cette disposition-là. Mais manifestement, et ce qu'on doit retenir, si j'avais à conclure sur le pouvoir des municipalités, c'est qu'elles disposent de larges pouvoirs d'intervention en matière de protection de l'environnement et que dans l'exercice de ces pouvoirs, les tribunaux le reconnaissent de plus une marge de manœuvre considérable. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est la Cour suprême dans l'arrêt Septibeka
qui a ses mots quant à la façon dont on doit aborder les pouvoirs des municipalités sur ces enjeux de protection de l'environnement. Alors, maintenant, attaquons la question de qu'est-ce qu'on peut faire à l'égard d'espèces exotiques envahissantes et notamment le myriophylle. Alors, le myriophylle, tantôt je disais, je ne connais pas d'intervention des municipalités, ce n'était pas vrai. Il y a l'enjeu des myriophyles qui est un enjeu qui embête plusieurs municipalités, plusieurs citoyens riverains de lacs. Et bon, ça a amené des réactions de la part, au niveau réglementaire, de la part des municipalités. Plusieurs municipalités qui ont donc adopté des règlements obligeant le lavage des bateaux. Si vous me demandez où se situe le pouvoir des municipalités d'adopter ce type de règlement-là, bien certainement que les articles 4, paragraphe 4 et 19 de la Loi sur les compétences municipales nous permettent d'avoir une approche réglementaire de cette nature-là, dire on va vous obliger, avant de mettre votre bateau à l'eau, de le nettoyer, pardon, de le laver, pour s'assurer, puis je vais avoir un extrait vidéo dans quelques instants, là, sans m'étirer là-dessus, pour s'assurer qu'on va endiguer le transport des boutures de myriophylle d'un lac à l'autre. Bon. Est-ce que cette mesure-là est vraiment efficace? J'ai ma propre opinion à ce sujet-là, mais on m'a suggéré un intéressant reportage du téléjournal que je vais mettre en ligne. Vous me ferez signe si tout va bien, puis si on le voit. Je pense qu'il répond à cette question-là. Non, le lien avec le bien-être humain, on me pose la question, est-ce que pour pouvoir exercer ce pouvoir, le lien avec le bien-être humain doit être fait? Je ne pense pas, non. En fait, excellente question, premièrement. Deuxièmement, ma réponse, c'est non, parce que la loi sur la qualité de l'environnement, puis je vous ai dit que je n'en parlerai pas, mais votre question m'amène à en discuter. La loi sur la qualité de l'environnement a cette perspective-là qu'on peut agir sur des questions de protection de l'environnement pour les éléments intrinsèques de l'environnement. Donc, la loi sur la qualité de l'environnement a cette philosophie-là qu'on peut agir pour protéger l'environnement intrinsèquement, en soi. Je pense que bon, tout ça repose sur la connaissance scientifique. Je pense que ce n'est pas compliqué de trouver 3-4 bons biologistes qui vont venir nous expliquer que le myriophylle, puis d'ailleurs, dans l'extrait qui vient, je vais laisser Jean-Claude Thibault nous dire comment ça peut tuer les lacs. Je vais arrêter de parler. Écoutons Jean-Claude Thibault et puis je reviendrai là pour compléter ma réponse à cette question-là. Sur le lac O'Malley, dans les cantons de l'Est, une équipe de biologistes, de plongeurs et de bénévoles tente de sauver le lac, de le protéger contre le myriophylle à épis. Si rien n'est fait, cette plante zombie risque carrément de faire mourir le plan d'eau. Si on n'investit pas temps et argent à chaque été, la myriophylle va prendre le dessus. Et puis, nos lacs au Québec seront plus attrayants. Ça a même un impact sur la valeur des propriétaires alentours. Donc, c'est important. C'est pas seulement un enjeu environnemental, mais c'est un enjeu économique aussi. Le myriophylle à épis est apparu dans le Saint-Laurent il y a 40 ans. L'algue s'est depuis propagée dans au moins 188 lacs québécois. C'est 95 % c'est nous, c'est vous et moi, qui transportons malheureusement le myriophylle dans les lacs. Alors, le truc, c'est de s'arranger de ne plus jamais prendre une embarcation et d'aller dans un nouveau lac sans avoir nettoyé, manuellement ou avec un jet d'eau, son embarcation, quelle qu'elle soit, pédalo, kayak, sidou. On l'appelle plante zombie car dès qu'on tente de la couper, elle se multiplie. L'algue est presque impossible à éliminer. Dès qu'il y a un bateau moteur ou une embarcation qui passe, il y a milliers de petits fragments qui refont des bébés. C'est une plante qui est tellement envahissante qu'elle fait disparaître toutes les espèces indigènes de plantes qu'on a autour. Premier problème. Le deuxième, c'est que c'est une densité absolument incroyable de biomasse. On calcule que ça peut, dans 1 mètre carré, être 1000 tiges. Alors, quand à l'automne, comme les feuilles, quand à l'automne ça se dépose, ça fait une quantité de sédiments organiques, de matière organique, beaucoup plus grande que normale. Et qui dit matière organique, dit on commence à bouffer de l'oxygène. Et là, si tu commences à bouffer de l'oxygène dissous dans un lac, tu eutrophies, tu vieillis prématurément ton lac. Ou on fait la toie aussi. Là. La toie, on disait qu'elle pouvait contaminer beaucoup. L'équipe de biologistes de la coopérative Rappel travaille depuis 5 ans avec les résidents du lac O'Malley.
Je vous donne une idée, là, l'association ici avec la municipalité, en 5 ans, ils ont mis 100 000 $. C'est vraiment un gros investissement. En coulant une toile de jute, l'équipe va étouffer l'algue au fond de l'eau. Par là-bas. Oh, stop de votre côté, stop. Il faut vraiment que tu le couvres au complet parce que si tu en laisses ses côtés, il va recoloniser. Nous, on tient à notre lac. Depuis 2014, on pose des toiles de jute au fond du lac pour couvrir les herbiers de mérophiles. On était un des premiers lacs à le faire. Et à chaque année, on en a posé. Et c'est important pour nous de continuer. À quelques kilomètres du lac O'Malley, les résidents du lac d'Argent doivent eux aussi se résoudre à déployer des toiles. Les gens ne peuvent plus se baigner dans ces herbiers-là et qu'il est difficile même d'y circuler avec une embarcation, un kayak ou une chaloupe. Ça devient difficile et c'est dangereux de le faire à ce moment-là parce qu'on répand encore davantage, on propage la plante si on a le malheur de couper des tiges. Cette technique permet de maîtriser en partie la présence de l'algue. Mais pour Jean-Claude Thibault, il est impératif d'agir pour limiter la propagation du myriophylle. C'est le bon moment d'intervenir. Juste avant que ça vienne dramatique, là, c'est vraiment le temps d'intervenir pour réussir à ne pas le propager. Il faut que je lave mon embarcation, ça vient de régler le problème. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Austin. Alors, donc, semble-t-il qu'il y en a qui ont eu de la misère à voir ou qui n'ont pas été en mesure de voir la vidéo. J'espère que ce n'est pas l'ensemble ou ce n'est pas la majorité, mais on va vous fournir dans le courriel post-webinaire, on va vous fournir le lien pour pouvoir aller visionner ce reportage-là. Je vais assumer que vous avez entendu. Ceci dit, donc, je poursuis. Je pose la question, est-ce que c'est vraiment efficace le lavage des bateaux? Jean-Claude Thibault est probablement un des environnementalistes que je respecte le plus au Québec. J'adore Jean-Claude Thibault. Et lui, il nous dit, oui, il nous dit, bon, c'est efficace, il dit, il faut intervenir, il faut nettoyer nos bateaux. Puis ça va être une bonne façon, en fait, d'empêcher la propagation du myriophylle à épis. Moi, ce que je retiens aussi, c'est, en fait, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est bien beau le lavage des bateaux, c'est bien cute, là, mais d'après moi, c'est une patch sur un bobo dont la source est ailleurs. Et elle est d'une nature différente, puis c'est là-dessus que je veux qu'on réfléchisse. Bon, le reportage nous parle aussi, puis un élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le coût que ça représente de se battre ex post facto, une fois que le myriophylle est installé, le coût que ça représente, ces batailles-là contre le myriophylle à épis. Et là, je veux aller ailleurs. Je veux qu'on regarde ça sous un autre angle, avec un autre extrait vidéo. Puis je vous dis, donc, pour agir efficacement contre l'envahisseur, il faut comprendre son comportement afin de combattre là où c'est vraiment efficace. On me dit que la prochaine vidéo que je vais vous mettre, la qualité, elle est moins bonne, mais prêtez attention à ce qui est dit. Prêtez attention à ce qui est dit et je vais revenir après pour qu'on en discute davantage. Alors, le myriophylle. Je vais fermer mon micro. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le myriophylle à épis. Alors, c'est une des manifestations du problème d'eutrophisation des lacs tel qu'il se développe dans les lacs des Laurentides. Alors, c'est une mauvaise herbe aquatique, cette plante-là, qui n'est pas indigène, alors qui nous arrive d'Europe, mais c'est une plante qui vit enracinée dans le fond des lacs. Et comme n'importe quelle plante terrestre, elle a besoin d'un sol, et d'un sol fertile surtout. Oyez. Samedi, le 19 août, nous comptons sur votre participation pour enlever les myriophylle devant votre résidence, sinon celle de votre voisin ou ami.
les riverains se réunissent annuellement. Ils la feront 2 fois cette année et se mettent à 200-300 personnes pour collectivement essayer d'enlever ces plantes-là. Dans une journée, ils ont réussi à enlever 40 ou 50 tonnes de plantes. Et c'est un très faible pourcentage des plantes qui sont présentes dans le lac. Mais à long terme, il n'y a qu'une seule façon. Et quand je dis à long terme, c'est sûr, je parle d'un intervalle de 50 ans, de 100 ans, mais il faut arriver à réduire l'érosion des berges et l'érosion dans le bassin versant. Et il faut diminuer les apports d'éléments nutritifs qui proviennent de fertilisants horticoles, d'installations septiques non conformes. Dans ce lac-ci, comme dans beaucoup de lacs des Laurentides, il y a une très grande partie du littoral, ici dans ce cas-ci 90%, qui a été artificialisé, c'est-à-dire qui a été contenu dans des murets, avec très souvent de la pelouse qui arrive jusque sur le muret et jusqu'à la limite du lac. Et l'ensemble de ces facteurs-là fait qu'il y a une érosion excessive. Alors, il y a apport de particules fines et c'est justement ce qui crée le sol sous-marin que les plantes aquatiques aiment tant et dont elles ont besoin pour pousser. Je pense que ouais, là, je vois quelqu'un qui réagit en me disant que le myriophylle peut pousser dans des lacs complètement naturels. Bien sûr. Le propos, il n'est pas là. Le propos, en fait, que ce soit un lac naturel ou un lac pour lequel il y a une occupation anthropique tout autour, ce que nous dit le docteur Carignan ici, c'est la présence, ce qui est important, ce qui est le facteur critique, c'est la présence d'un sol propice à l'implantation de la plante. Et le message que je vous passe ici, c'est bien beau mettre des bâches là, sur les colonies de myriophylle. C'est bien beau faire laver les bateaux, mais si on n'agit pas en amont sur notre façon d'occuper le territoire, à l'apport de sédiments au lac, le docteur Carignan nous dit qu'il provient du ruissellement exacerbé par la façon d'occuper les rives. Vous avez vu ces beaux gazons verts qui arrivent sur les murets de ciment. Et puis, pour entretenir ces beaux gazons verts-là, qu'est-ce qu'on fait? On met des fertilisants qui vont ruisseler au lac, qui vont alimenter, donc vont rentrer dans les sols et alimenter aussi et favoriser la croissance du myriophylle. Puis, il nous parle des fosses septiques non conformes. 3 éléments sur lesquels le pouvoir d'intervention des municipalités, il est clair. Ce sont des questions d'aménagement du territoire, ce sont des questions... Et ça, c'est, je pense, un élément essentiel du message que je voulais vous passer aujourd'hui. Des bâches tant que vous voulez, si on ne recule pas un pas, on ne remonte pas à l'amont, et ça, c'est, je pense, un élément essentiel du message que je voulais vous passer aujourd'hui, bien, on ne fait que mettre des pattes sur le bobo sans jamais s'attaquer à la source du problème. Alors, il faut réfléchir et avoir cette vision beaucoup plus globale de comment on intervient et jusqu'où notre intervention va être véritablement efficace et efficiente. Et je peux vous dire que si on n'agit pas sur la source du problème, ben, on ne fait que le perpétuer, excusez-moi, constamment. Et l'herbe à poux est un bon exemple à ce propos-là. Notre façon de combattre l'herbe à poux depuis des temps immémoriaux, l'arme de prédilection des autorités publiques, ça a été le fauchage. Et comment on fait le fauchage? Bien, plusieurs municipalités obligent le fauchage, donc des herbes hautes ou des mauvaises herbes sur leur territoire, notamment dans le but d'éradiquer l'herbe à poux. Cette obligation de faucher les herbes hautes est généralement incluse dans le règlement sur les nuisances adopté en vertu de l'article 59 de la loi sur les compétences municipales qu'on a vu en introduction. Mais il y a plusieurs difficultés dans cette approche réglementaire et j'en veux pour exemple le dossier que j'ai piloté pour CIM Haut-Richelieu, donc le Centre d'interprétation du milieu environnemental du Haut-Richelieu, qui assure la protection des milieux naturels en Piémont puis autour et sur le Mont Saint-Grégoire.
CIM protège en Piémont une friche arbustive. Et imaginez-vous donc que la municipalité avait décidé qu'il fallait que cette friche-là soit fauchée, sous prétexte qu'il faut faucher les herbes hautes et pour combattre l'herbe à poux. Un des enjeux du dossier, c'était de réussir à combattre l'herbe à poux. Premièrement, lorsqu'on adopte un règlement sur les nuisances, il faut d'abord se demander, est-ce que, objectivement, ce qu'on prétend être une nuisance en est une véritablement? En quoi les herbes hautes sont-ils une nuisance? Ou les mauvaises herbes? Dans ce dossier-là, c'était le règlement pour contrer les mauvaises herbes. La première question que j'avais à poser à l'inspecteur municipal, c'est qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? Parce que moi, comme biologiste, avec les études que j'ai faites, je ne sais pas c'est quoi une mauvaise herbe. Vous allez me dire, c'est facile, c'est du pissenlit. Ah oui? Non, le pissenlit n'est pas une mauvaise herbe. Le pissenlit est une plante qu'on ne veut pas voir arriver dans nos parterres, d'un point de vue esthétique. Mais objectivement, le pissenlit n'est pas une mauvaise herbe, mais n'est encore moins une nuisance. Alors, je pense que prétendre agir sur une nuisance en disant on va faucher les herbes hautes, moi, je trouve que c'est un règlement qui rate sa cible. Il rate sa cible d'autant plus que lorsqu'on comprend l'écologie de l'espèce floristique qu'est l'herbe à poux, ben ça ne marche pas. Essayer de faucher tout ce qu'on fait, et on avait dans ce dossier-là eu une expertise de la part de Alain Cogliastrio, qui est un des dirigeants au Biodôme de Montréal, puis en fait les espaces nature de Montréal, qui nous avait dit que ce n'est pas une bonne façon de combattre l'herbe à poux, parce que plus on perturbe le milieu, et c'est ce que le fauchage fait, plus on permet à la plante, qui est très agressive dans les milieux perturbés, de venir s'implanter et de proliférer. Alors, quelle est la meilleure façon de combattre l'herbe à poux? Ben, c'est d'avoir des herbes hautes, c'est d'avoir une végétation diversifiée. Il nous dit que l'herbe à poux, elle est absente dans les milieux où il y a de la compétition naturelle par la biodiversité qui s'installe, parce que l'herbe à poux est une pauvre compétitrice dans ce type de milieu-là. Alors, encore une fois, reculons un pas en arrière et voyons comment, lorsqu'on aborde la question de contrer les Yves, ben, il faut d'abord bien connaître notre ennemi et il faut travailler contre son écologie et pas de façon à favoriser son écologie. Je vous dis encore une fois, on va avoir beau mettre des bâches sur les myriophiles, tant et aussi longtemps qu'on ne s'attaquera pas au ruissellement et à notre façon d'occuper le territoire en bordure de nos lacs et cours d'eau, qu'on va laisser faire, qu'il y a du laisser aller sur la protection des bandes riveraines, par exemple, avec les images qu'on a vues dans l'extrait vidéo, ben c'est une bataille qui va être vaine, qui va être perdue d'avance. Et l'autre élément que je retiens, c'est l'importance de la biodiversité. Il faut constater comment les EEVE ont profité et profitent encore de l'appauvrissement écologique des milieux anthropisés pour s'implanter et proliférer sur nos territoires. Alors, nos interventions doivent donc viser à réintroduire davantage de biodiversité et de gènes dans nos milieux de vie. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec cette approche-là? Si on a ça en tête, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que nos municipalités interdisent les potagers en cours avant. Ça avait fait, là, on est si je me souviens bien, on est autour, ben, vous voyez, c'est en 2012. Également, vous avez, ça c'était en 2012 aussi, à Drummondville, l'interdiction de potager en devanture, parce que ça ne fait pas propre, ça ne fait pas beau. Au nom de quel principe esthétique? Mais ça, c'est des réflexes ataviques qu'on traîne. On pensait que le seul modèle d'aménagement urbain, c'est le beau gazon manicuré, comme les gazons anglais, alors qu'on sait fort bien que ce n'est pas une bonne façon de concevoir l'écologie urbaine. Bon, par bonheur, les choses évoluent. Vous voyez, en 2013, un an plus tard, la ville de Drummondville revenait un peu sur sa position pour autoriser les potagers en devanture de résidence. La même chose, Québec qui le fait en 2019. Donc, je pense que les choses évoluent, mais il y a cet effort-là de la part de professionnels comme vous êtes, comme nous sommes, qui ont cette compréhension-là des enjeux, d'éduquer
adéquatement les gens avec qui on travaille pour faire évoluer ces mentalités-là et que notre intervention, lorsqu'il y a une intervention réglementaire de la part de la municipalité, elle soit ciblée pour être la plus efficace possible, pas être un coup d'épée dans l'eau comme le fauchage des terrains vagues à des fins de combattre l'herbe à poux, alors qu'on sait fort bien que c'est probablement tout à fait improductif. Évidemment, là, si vous allez faucher 3 fois dans l'année, vous allez peut-être atteindre le résultat recherché. Mais vous faites diminuer la biodiversité, c'est à recommencer année après année, alors que si vous laissiez la fardoche reprendre, la nature reprendre ses droits dans ces endroits-là, dans ces terrains vagues-là, ben, ça réglerait du même coup la question de l'herbe à poux avec le temps. Bon, donc des pouvoirs réglementaires des municipalités qu'on peut utiliser pour favoriser l'implantation d'une biodiversité dans les terrains résidentiels. Même juste dans la foresterie urbaine, on le voit avec l'exemple de la grille du Frêne, comment d'avoir des monocultures dans nos municipalités, dans nos villes, c'est une très mauvaise idée lorsque survient des agents pathogènes comme ça. Donc, il faut favoriser également la biodiversité aussi avec nos arbres, interdire l'utilisation des plantes non indigènes les plus susceptibles de s'échapper de nos cultures. Je n'aurais pas la prétention d'aller dire « vous devez absolument interdire toute plante non indigène ». On sait que dans nos pépinières, il y a de magnifiques plantes qui ne sont pas nécessairement indigènes. Ce serait un peu difficile de les contraindre, mais je ne sais pas qui aurait les compétences pour nous dire « celles-ci, ces plantes-là, qui ne sont pas des plantes indigènes, qui sont très agressives dans leur façon de se reproduire, ce n'est pas une bonne idée de les installer dans nos parterres parce qu'elles sont fortement susceptibles de s'échapper puis de devenir des problèmes. La salicaire, la salicaire pourpre, qui est une plante EFE, c'est par ailleurs une plante magnifique intrinsèquement, mais on sait qu'elle est trop agressive pour nos écosystèmes. Bon, prescrire des modes d'occupation des terrains qui favorisent le maintien d'un couvert végétal, c'est la même logique de maintenir la biodiversité et de travailler à la déminéralisation des secteurs fortement anthropisés. Puis, tu sais, quand je vois des projets de développement là, en cours comme ça, j'ai le goût de pleurer. On permet encore ça au Québec. Là. On permet encore cette façon de s'implanter sur le territoire où on scrape tout. On était dans Arvida, là. On n'est pas à Montréal, là. On est dans des environnements qui étaient probablement très naturels, qui étaient peut-être forestiers, puis on permet, excusez-moi, là, ces horreurs-là au niveau urbanistique, ça ne me rentre pas dans la tête qu'on n'ait pas compris ça encore aujourd'hui. Alors, vous voyez, combattre les EFE, c'est travailler éminemment sur des questions urbanistiques et d'aménagement du territoire. Puis je vous en donne un autre exemple ici. Quand je vous parle de minéralisation, regardez autour du IKEA à Montréal, dans l'ouest de l'île, qu'est-ce qu'a l'air le milieu? Puis là, j'avais fait en me promenant avec Google Earth, là, donc vous allez voir, ça va bouger, mais regardez la quantité d'espace minéralisé dont on n'a probablement pas besoin autant. Manifestement, là, moi je pense que, bien sûr au IKEA, là, ça leur prend du stationnement, mais tous ces stationnements-là qu'on voit tout le tour pour des entreprises qui probablement occuperont jamais tout cet espace-là, ça, vous m'excuserez, mais dans ma compréhension de nos écosystèmes, on fait juste favoriser des espèces qui sont plus généralistes, qui vont s'adapter à ce type de milieu-là, et qui sont bien souvent des espèces envahissantes. Alors, je pense qu'il y a des efforts à faire énormes au point de vue de notre aménagement du territoire, tant autour de nos lacs, cours d'eau, que dans nos milieux urbains. Et j'en veux là des exemples qui, je pense, nous parlent. Là. Regardez ça, l'ouest de l'île, là, je pense qu'il y a un travail énorme à faire à ce sujet-là. Ce qui m'amène, si je ne me trompe pas, je vais revenir à la présentation, je crois qu'on approche de la conclusion, ne désespérez pas, effectivement. Donc, ma conclusion, je viens déjà de l'énoncer, cette importance cruciale de nos modes d'aménagement et d'occupation du territoire. Je pense que ma présentation permet de comprendre que la présence des EFE, au point d'en devenir un problème, est bien souvent le résultat de notre façon d'aménager et d'occuper le territoire. J'ai entre autres en tête la phragmite.
la phragmite qui prend la place de nos quenouilles. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait le long de nos autoroutes? On fauche tout. Puis on perturbe le milieu, on diminue la biodiversité, ce qui est favorable à l'implantation de la phragmite qui occupe tout l'espace. Il y a, Jean-Claude Thibault a mis au point en Estrie là, la méthode du 1 tiers, 2 tiers pour l'entretien des fossés, qui permet de garder la biodiversité dans nos fossés, de garder plus de plantes indigènes. Ben c'est ça, c'est tout simple à mettre en place, mais on dirait qu'on n'est pas capable de se résoudre à se débarrasser des vieilles habitudes de fauchage, ce réflexe-là qu'on a comme étant la solution ou la panacée à tout, ce qui n'est pas vrai. Afin d'en arriver à des résultats probables, donc les interventions réglementaires des municipalités doivent s'inscrire dans une perspective plus large, destinée à maintenir la diversité biologique sur nos territoires. Et c'est donc ni plus ni moins qu'à une véritable révolution de notre relation au territoire à laquelle nous sommes conviés. Je pense que la bataille des EFE passe aussi par ces perspectives-là. Donc, vous m'excuserez aujourd'hui de ne pas vous avoir amené par la main à regarder, puis vous comprendrez, là, déjà, j'aurais pu vous en dire encore plein, puis il est déjà rendu 10h54. On peut pas regarder ça. Il y a la renouée japonaise, il y a toutes ces autres espèces-là, la berce, je pense la berce du Caucase. Mais on n'avait pas le temps de regarder ça au niveau micro. Mais je pense qu'à une échelle macro, de comprendre notre relation au territoire, si déjà on avait ça comme acquisition dans notre bagage de connaissances, je pense qu'on marquerait un pas important pour la suite des choses. Et c'est à cette réflexion-là que je vous convie comme personne, comme professionnel intéressé sur ces questions-là. Donc, je vous convie à réfléchir parce que si, je pense, on comprend cet enjeu-là et qu'on est capable d'aller intervenir là où j'ai dit qu'il est la véritable source, bien souvent, de ces problèmes-là, ben, on va avoir fait un pas gagnant. Alors, voilà ce qui complète ce que je pouvais vous dire dans le temps qui m'était imparti.